Le Soudan est au banc de la communauté internationale à cause de la guerre au Darfour, et puis plus largement à cause du comportement du régime de Khartoum dans le domaine des droits de l'homme. Et pourtant, ce pays connaît une très forte croissance économique. Alors comment peut-on expliquer cette contradiction? Le Soudan fait 2,5 millions de kilomètres carrés, soit près de 5 fois la superficie de la France. Il est voisin notamment de l'Égypte au nord, du Tchad à l'ouest, de la République démocratique du Congo au sud et de l'Éthiopie à l'est. Sa capitale Khartoum est située juste à la confluence du Nil bleu et du Nil blanc. Elle compte 5 millions d'habitants sur un total de 40 millions pour l'ensemble de ce pays. Le Soudan a eu un chiffre de 8% de croissance en 2005, 10% en 2006. Alors c'est beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a une telle croissance dans un pays politiquement instable? Le Soudan détient les 5e réserves prouvées de pétrole du continent africain et la carte nous montre les différentes concessions pétrolières du pays. Actuellement, 3 d'entre elles fournissent plus de la moitié de la production soudanaise et sont exploitées par un consortium qui est formé par la compagnie chinoise CNPC, qui est majoritaire, la compagnie malaise Petronas, la compagnie indienne ONGC et la compagnie nationale qui a 5%. En 2006, les 3/4 de cette production soudanaise ont été exportés, principalement vers la Chine et le Japon via Port-Soudan. Les revenus pétroliers représentent aujourd'hui 80% de la valeur des exportations du pays. Alors le gouvernement peut développer des projets géants, comme ce nouveau quartier de Khartoum, Al-Mogran, que vous voyez là, et qui associe des hôtels de luxe, des milliers de villas privées et des appartements. Le modèle, au fond, c'est un petit peu Dubaï. Sauf que le Soudan reste un pays très inégalement développé et plusieurs régions de ce pays ont été ou sont aujourd'hui touchées par des conflits internes. Donc, essayons de comprendre ce qui fragilise l'unité nationale. D'abord, le Soudan est un pays immense. C'est le plus vaste État d'Afrique. Il s'étend du nord au sud sur plus de 2000 kilomètres, ce qui le place au contact de plusieurs milieux naturels. Au nord, une zone désertique ou semi-désertique. Au centre, une zone de steppe et au sud, une zone de savane et de marais. On a aussi des montagnes, comme le Djebel Herba et le Djebel Mara. Eh bien, ces précisions de géographie physique tentent à expliquer que ces milieux naturels impliquent des modes de vie différents, notamment entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Ce sont des facteurs classiques de tension. Ensuite, ce pays a une grande diversité ethnique et linguistique. Du point de vue ethnique, on peut distinguer de façon schématique au nord et au centre des peuples arabes, des Béjas, des Nubiens le long de la vallée du Nil. Ils sont musulmans, comme 70% de la population soudanaise. Au sud, on a notamment les peuples Dinka, Nuer, Chiluk. Ce sont des peuples noirs, majoritairement chrétiens ou animistes, même si certains de ces peuples noirs ont été islamisés, comme les Fours, qui ont donné leur nom à la province du Darfour. Nous en parlerons, bien sûr. En fait, plus d'une centaine de langues sont parlées au Soudan, même si la plus répandue est l'arabe, qui est la langue nationale. Troisième facteur de fragilité, l'histoire politique, qui a renforcé le clivage entre le nord et le sud. D'abord, les populations noires du sud du pays ont subi l'esclavage, pratiqué notamment par les Égyptiens après leur conquête du Soudan au début du XIXe siècle. L'objectif, c'était de ramener des esclaves et de les vendre sur les marchés du Moyen-Orient. Ensuite, à la fin du XIXe siècle, lorsque le Soudan est passé sous influence britannique, le colonisateur a surtout mis en valeur les territoires du Nord en y développant la culture du coton qui était destinée à l'exportation. Alors le Sud est délaissé, ainsi que l'Ouest du pays qui était impropre à l'irrigation. Alors ces facteurs historiques, en fait, donnent déjà les germes des conflits actuels. Quand le Soudan accède à l'indépendance en 1956, les élites arabes du Nord s'imposent naturellement au pouvoir à Khartoum, tandis que les régions périphériques continuent à être marginalisées économiquement et politiquement. En somme, c'est la réaction à cette situation qui est à l'origine du conflit du Sud-Soudan jusqu'en 2005 et celui du Darfour aujourd'hui. Alors justement, arrêtons-nous un moment sur le cas du Sud-Soudan
l'un des plus longs conflits qu'ait connu l'Afrique au cours des dernières décennies. Dès l'indépendance du Soudan, les partis politiques du sud du pays ont réclamé l'autonomie de leur région, ouvrant sur une guerre contre le gouvernement central de Khartoum. Le conflit reprend en 1983, lorsque le chef de l'État soudanais de l'époque, le général Néméry, impose la loi de la charia à l'ensemble du pays. Et pendant plus de 20 ans, ce conflit oppose les troupes du gouvernement au mouvement de libération du Sud-Soudan, le SPLA, dirigé par John Garang. Garang est soutenu par l'Éthiopie, qui lui sert de base arrière, puis par l'Érythrée et l'Ouganda. Et le conflit s'interrompt en 2005 grâce à un accord de paix obtenu sous la pression des États-Unis. Alors pourquoi? D'abord, le régime soudanais cherche alors à sortir de son isolement diplomatique. Depuis 1997, il subit des sanctions commerciales américaines pour son soutien à divers mouvements islamistes en Égypte, en Éthiopie, en Érythrée ou encore en Palestine. Le Soudan a même accueilli jusqu'en 1996 Oussama Ben Laden, suspecté d'avoir développé au Soudan des camps d'entraînement djihadistes. Et évidemment, après le 11 septembre 2001, le Soudan est sous la pression directe et forte des États-Unis. Et si le président soudanais, Omar el-Béchir, décide de conclure la paix avec le Sud-Soudan, c'est aussi pour favoriser l'exploitation du pétrole qui a débuté à la fin des années 90 dans le pays. Ainsi est signé en janvier 2005 un accord qui prévoit un gouvernement d'union nationale, mais aussi un référendum d'autodétermination pour le Sud-Soudan, et ceci d'ici 2011. Au total, cette guerre civile entre le nord et le sud du pays aura causé à peu près 2 millions de morts, plusieurs millions de déplacés internes et 600 000 réfugiés dans les pays voisins, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Égypte. Or, ce conflit à peine terminé, voici qu'un autre se déclenche à partir de 2003, au Darfour. Changeons d'échelle pour essayer de comprendre. Le Darfour est cette province de l'Ouest, qui est grande comme la France, qui compte 6 millions d'habitants et de nombreuses ethnies, dont les Fours. Cette région connaît un retard de développement, aggravé par des famines récurrentes liées aux sécheresses qui touchent de façon endémique cette zone sahélienne depuis les années 80, et ces famines sont facteurs de tensions interethniques. Au début de l'année 2003, deux mouvements armés, le SLA et le GEM, le Mouvement pour la justice et l'égalité, composé surtout de peuples Fours, Massalites, Zagawa, revendiquent un partage du pouvoir et une meilleure redistribution des richesses. Car le Darfour pourrait posséder d'importantes réserves en pétrole, ce qui évidemment incite le gouvernement central à garder son contrôle sur cette région. Le gouvernement de Khartoum ne veut pas négocier, il s'appuie sur des miliciens armés, essentiellement arabes, appelés Janjaweed, qui, en 4 ans, ont pillé, brûlé et détruit quelques 1600 villages dans le Darfour. Vous voyez là une carte montrant les zones de destruction. Depuis 2003, il y a eu plus de 200 000 morts, entre 150 000 et 250 000 réfugiés au Tchad et en Centrafrique, plus quelques 2 millions de déplacés qui s'entassent dans des dizaines de camps au Soudan. Alors, est-ce qu'il faut parler de génocide au Darfour? Et peut-être que le terme est impropre, car le conflit ne se fonde pas sur un mobile spécifiquement ethnique. L'ethnicité ou la religion ne sont que des facteurs aggravants d'un conflit qui est lié à l'histoire et à l'absence de perspectives de développement, en tout cas économique. Alors la manne du pétrole au Soudan, qui n'est pas redistribuée ou mal redistribuée, devient en fait un facteur aggravant, car cette ressource accroît les rivalités internes. La Chine, on le sait, pour satisfaire ses besoins énergétiques, livre des armes au gouvernement de Khartoum, d'ailleurs la Russie aussi, et rien ne dit que l'arrivée des casques bleus début 2008, si tout se passe bien, rétablira la paix. À cela s'ajoute qu'au Sud-Soudan, l'enjeu n'a pas disparu. Le référendum prévu pourrait bien déboucher sur la création d'un nouvel État en Afrique, donc rendez-vous pour un dessous des cartes en 2011.